d'être présents pour un exposé qui ne me ressemble pas, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, mes champs de recherche habituels, mes publications, puisque je suis spécialiste d'histoire sociale et politique de la Caraïbe. J'ai travaillé plus particulièrement sur les Antilles françaises, et je suis spécialiste des cultures politiques, c'est ma passion. Et là, je vais faire plus qu'un pas de côté, puisque je vais vous entretenir un petit peu dans le fil des précédentes conférences, de l'histoire d'une personne, d'un individu, du parcours d'un individu. Mais vous saurez assez vite pourquoi cette histoire-là m'a passionné, pourquoi elle m'a concerné. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'aviation militaire, je ne suis pas spécialiste de la Première Guerre mondiale, je ne suis pas spécialiste de la Guyane, je ne suis pas spécialiste des transports aériens guyanais. Mais pourtant, j'ai pris plaisir à faire ce travail-là qui, je pense, vous intéressera. Alors, à l'origine de ce travail, je voudrais remercier un ami, un collègue qui est ici présent, qui est François Monfrette, parce que c'est lui, je le lui rappelais, c'est lui qui est à l'origine de ce travail-là. Nous étions, je pense, enfin j'étais en train de faire ma thèse ici même, de préparer ma thèse ici même aux archives de la Guadeloupe, nous étions rencontrés, bref, et il avait en main le livre d'adaptation des programmes des lycées ou des collèges. Et dans ce livre d'adaptation des programmes des lycées et des collèges, qui est sorti donc il y a plus d'une vingtaine d'années, il y avait cette photo. Et je crois me souvenir que François Monfrette préparait sans doute un cours, recherchait des éléments sur la Première Guerre mondiale et les Antillais pendant la Première Guerre mondiale. Et il me dit, bon, mais par contre, on a un Antillais qui était jeune dans l'aviation. Et je lui dis, mais je connais cette photo-là, c'est mon grand-oncle. Et le nom qui est inscrit sur le fuselage, c'est le nom de ma grand-mère qui m'a élevé. Et la réaction de François, c'est pour ça que vous avez cette conférence aujourd'hui, il dit, il n'y a pas j'ai écrit un insigne ici. Bon, voilà. Donc, je répare quelque chose que je devais faire, sans doute. Mais je vais assez rapidement passer, parce que dans cette histoire que j'ai reconstituée, bon, à partir de différents documents, vous verrez les documents de famille, les documents des différentes branches de la famille, des documents d'archives récupérés sur Internet et triés, parce que tous les documents d'archives à propos de Pierre et Jean ne sont pas justes, des documents d'archives de Guyane, des documents d'archives de Martinique, des documents d'archives militaires, et je découvre tout le temps d'ailleurs des éléments, ce qui est très intéressant parce que ça m'a permis de comprendre qu'on peut s'intéresser à la grande histoire, à l'histoire sociale, à l'histoire politique, mais parfois il est intéressant de s'intéresser à l'histoire familiale. Et je crois que chaque histoire familiale, en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles en général, en Guyane, a un grand intérêt. Alors, toutes les histoires ne sont pas réductibles l'une à l'autre, mais elles peuvent avoir un très grand intérêt. Donc, je vais passer assez rapidement sur l'histoire personnelle à la grande histoire. Donc, cette photo que j'ai toujours connue du personnage, cette autre photo, et bon, je vais passer assez rapidement. Vous aurez compris que le gamin sur les genoux de sa grand-mère, c'est moi. Et du coup, nous avons le plus grand, hein. L'autre c'est mon petit cousin. Et j'avais cette photo en face des yeux, toute ma petite enfance. Et le nom inscrit sur le fuselage de l'avion, c'était le petit nom de ma grand-mère, que j'ai bien connu, puisqu'elle est décédée en 1997. Donc, pas si longtemps. Alors, voilà ce que je vais vous exposer. Bon, ce point intimiste étant passé, je n'y reviendrai pas pour vous parler de l'histoire de Pierre et Jean. Et je vais surtout m'apesantir sur les aspects qui ne sont pas connus, et notamment sur l'aspect de l'aventure guyanaise, et que je pense avoir entièrement reconstitué. Alors, tout d'abord, là où tout commence. Là où tout commence, c'est la commune de Trinité, sur la façade nord-est de la Martinique. Pour ceux qui connaissent la Martinique, c'est la commune qui est au pied de la presqu'île de la Caravelle, mais qui est surtout, à ce moment-là, et qui est encore jusqu'à présent, la dernière commune sucrière de la Martinique. Enfin, du moins, là où il y a le galion.
Et le Galion, c'est précisément la grande usine. Ce n'est pas la plus grande usine de la Martinique. À ce moment-là, nous sommes dans le début du siècle. Ce n'est pas la plus grande usine de la Martinique, mais c'est en tout cas une très grosse usine, avec cette particularité surtout, puisque j'ai par ailleurs fait un travail sur le Galion, commencé un travail sur le Galion, exploré les archives sociales du Galion. Cette particularité, c'est que l'usine possède quasiment toute unité. Toute unité est à la propriété de l'usine, donc c'est une usine de Cannes, c'est un milieu de Cannes, et cette famille, la famille donc, de Pierre Réjon, est issue de ce milieu-là, le milieu de la Cannes et le milieu de l'usine. En fait, Pierre-Victor Réjon est né le 29 juin 1895, il est né sous le nom de Tisserand. Il porte le nom de sa mère. Et grâce aux archives familiales, j'ai pu retrouver sa photo gamin, adolescent. Il porte donc le prénom de sa mère. Et on a pu également retrouver la photo de sa mère. Et c'est une famille, je vais passer assez rapidement sur cet aspect un petit peu généalogique, c'est une famille qui descend des Nouveaux Libres de 1848 à Trinité, en Martinique, et le premier Tisserand, c'est Vital, l'esclave Vital, qui se déclare le fils de Eugénie, qui reçoit le patronyme de Tisserand, et sa compagne avec qui il va se marier reçoit le patronyme de Durinval. Donc, une ascendance du côté de sa mère, le Nouveau Libre de 1848. Mais une descendance très, très importante, puisque Marie-Eugénie Tisserand aura 10 enfants. Elle va mourir avec le 11e, elle va mourir à suite de couches très jeune. Imaginez que quelqu'un qui meurt à 37 ans après avoir fait 10 enfants. Et donc, je ne vais pas vous donner toute la liste des enfants, mais une descendance très, très large, et une descendance donc, qui se retrouve donc, en différentes branches. Et je suis donc issu de l'une de ces branches, forcément, pas avec le même nom, mais issu de l'une de ces branches par ma mère. Donc, une descendance très importante. Son père, le père de Pierre Réjon, c'est celui c'est le plus clair, là, ce qu'on appelait à l'époque un mulatte blanc, dans le vocabulaire créole. C'est un quarteron, un mulatte blanc, métis de blanc et de mulâtresse. Là aussi, sa mère est d'origine affranchie, Nouveau Libre, descend de Réjon, c'est un homme qui descend d'une ascendance de Nouveau Libre, et puis son père serait un blanc de Bordeaux qui travaillait à l'usine. Et de fil en fil, c'était très intéressant parce que ça permet de comprendre que, voilà, pour le père Laménardi, qui serait le père de Raoul Réjon, est venu de Bordeaux en Martinique pour travailler au Galion avec toute sa famille au montage du Galion. Donc il y a par conséquent pas simplement des artisans, des techniciens, si vous voulez, qui sont venus pour monter les usines. Donc voilà l'origine. Donc, comme vous voyez, une origine familiale, assez modeste dans la tonalité de ce qui peut exister à l'époque en Guadeloupe et en Martinique, mais avec quand même une particularité, c'est qu'elle va connaître une ascension sociale, notamment par le père, évidemment. Ascension sociale par le travail, par l'instruction, sans doute aussi par sa couleur, et peut-être par peut-être l'aide de son père. Et il va devenir comptable de l'usine du Galion, il va devenir adjoint au maire de Trinité, il va devenir donc un notable de la commune de Trinité. Et à l'origine, là aussi, un peu un patriarche. Voilà pour l'aspect familial. Alors, de l'enfance de Pierre et de son frère Auguste, je parle tout de suite d'Auguste Réjon, parce que c'est sans doute l'un des Réjons qui est le plus connu, puisqu'il sera maire de Trinité, il sera sénateur de la Martinique, il sera socialiste, il sera résistant, etc. Il a eu un parcours politique assez important. Donc je vous ai déjà présenté Pierre, c'est Auguste qui est à côté à l'adolescence. Et bien sûr, on sait très peu de choses, ce sont les deux aînés, très liés. Mais leur destin va être séparé lorsque Pierre va entamer très jeune
des cours à l'école des arts et métiers annexés au lycée Schellcher. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que, en tout cas dans cette famille-là, je ne généralise pas, mais faire un travail comme ça sur un micro-groupe vous permet de tirer des fils qui peuvent être très intéressants. Mais tout le monde n'est pas forcément instituteur. Tout le monde ne va pas forcément vers la fonction publique. Et en tout cas dans cette famille, ils sont intéressés par les arts et métiers, par la technologie. Et nous avons retrouvé, parce que j'ai combiné plusieurs sources familiales, des documents qui attestent que des études secondaires au lycée Schellcher de Fort-de-France, comme élève boursier, mais une préparation en quelque sorte à l'école des arts et métiers. Et tout récemment encore, on a pu retrouver un document que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire en fait un certificat comme quoi Pierre Réjean avait entamé des études par correspondance, étant en Martinique, des études par correspondance à la fameuse école Hérol. L'école Hérol est une école très connue, c'est la première école technique à Paris qui a développé des cours par correspondance. Donc, ayant commencé les cours par correspondance en 1913, il n'y a pas d'avion à l'époque. Donc, imaginez, si vous voulez, le chemin que faisait, le va-et-vient que faisaient les cours, les corrections. On a trouvé également ces bulletins de notes. Il termine avec la moyenne de 15,5 sur 20. Donc, c'est une bonne moyenne, c'est un bon étudiant. Et puis, à 19 ans, à l'âge de 19 ans, voilà une photo retrouvée dans les archives de ma grand-mère, en l'occurrence. Je pense que les photos ne sont pas forcément datées, je pense que c'est à environ 19 ans, il s'embarque pour la France pour continuer ses études à l'école des arts et métiers à Paris. Il s'embarque pour la France, alors je ne sais pas quel mois, il y a peut-être moyen de rechercher, sans doute, effectivement, en voyant les mouvements des bateaux, de rechercher précisément quel mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le 22 août 1914, au premier jour de l'entrée en guerre, la déclaration de guerre c'est août 1914, il s'engage dans l'armée. Il s'engage dans l'armée engagé volontaire, donc il n'est pas appelé sous les drapeaux. Il n'est pas appelé sous les drapeaux pour deux raisons. D'abord parce qu'il est mineur. Je rappelle que la majorité à ce moment-là, c'est 21 ans. En plus, pas seulement, il y a une série de clauses. Quand vous vous mariez, etc., même lorsque vous êtes majeur, il y a des clauses où vos parents doivent attester qu'ils sont d'accord. Donc, en fait, il s'engage dans l'armée à l'âge de 19 ans. Il s'engage sous le nom Tiscan. J'ai retrouvé le document, enfin le document existe sur Internet, voilà. Il s'engage sous le nom Tiscan, qui sera biffé et remplacé par... Pourquoi? Parce que le père les reconnaît en 1914. Le père comptable les reconnaît en 1914. Je pense, là aussi, c'est toujours intéressant de faire une sociologie, qui est une sociologie globale à l'échelle de la société. Il est comptable, il est le premier comptable de l'usine en 1910. Il devient notable en 1910. Donc, le Bougelot et de la Garrigue font pression pour qu'il reconnaisse les enfants qu'il a eus et qu'il sait que ce sont ses enfants, puisqu'il s'est toujours occupé d'eux. Donc, il va porter le nom Réjean. Donc, le fameux Pierre Réjean ne portait Réjean que depuis quelques années. Ça, c'est aussi assez quelque chose qui se retrouve assez facilement dans nos pays. Il est engagé pour 4 ans. Il monte très vite en grade. Alors, caporal et puis sergent la même année 1914. J'ai demandé à un ami qui connaît très bien les affaires militaires qu'est-ce qu'il faisait qu'il pouvait monter en grade aussi vite. D'autant plus que, je ne l'ai pas dit, je pense que c'est évident, il n'est pas dans les troupes coloniales, puisqu'il s'est engagé à Paris. Donc, il n'est pas inscrit dans les troupes coloniales. Il monte très vite, il est caporal et il est sergent à la fin de 1914. Il est dans l'infanterie. Au départ, il n'est pas dans l'aviation. L'aviation existe déjà, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il monte et il sert d'abord dans l'infanterie jusqu'en 1916, et ce n'est qu'en 1917 qu'il va basculer dans l'aviation. Voilà son brevet d'aviateur militaire, passé le 26 septembre 1917. C'est l'original. Alors, passons rapidement
sa première partie de vie, c'est-à-dire sa vie militaire. Alors sa vie militaire, bon, les éléments, c'est à la fois des éléments de famille, c'est des récits de famille qui sont parfois faux, qu'il faut parfois vérifier, qu'il faut parfois préciser, qui donnent aussi des pistes très importantes. Et puis, ce sont des documents d'archives, ce sont des documents militaires, puisque vous savez que sur la Première Guerre mondiale, il y a des documents numérisés que l'on peut retrouver assez facilement. Et on peut trouver ça et là, des documents nouveaux. Par exemple, j'ai retrouvé il y a une quinzaine de jours un document d'un carnet de route, si vous voulez, qui fait mention de Pierre Béjon dans l'infanterie. Alors, en gros, donc, 2 temps dans son engagement militaire, un temps dans l'infanterie, où il est blessé à la main. C'était pas une blessure grave, mais c'était une blessure qui aurait pu coûter cher, puisque, en fait, j'ai les détails, alors qu'il surveillait un avant-poste allemand avec des jumelles, il y a un éclat d'obus qui éclate ses jumelles en 2. Alors, les jumelles, c'est dans les yeux, hein. Donc ça aurait pu être très grave, mais en fait, il n'a été blessé qu'au doigt. Et ensuite, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller vers l'aviation. Je me suis interrogé sur les raisons. Goût de l'aventure, peut-être. Capacité technique aussi, puisque en fait, il avait déjà une préparation aux technologies, et surtout, quand on va vers l'histoire de la Première Guerre mondiale, cette période de 1917, c'est le grand développement de l'aviation. L'aviation existe déjà, on ferait une rétrospective tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là que les combats aériens sont les plus intenses, notamment dans le nord de la France et sur le territoire de la Belgique, au-dessus du territoire de la Belgique. Donc voilà, avec cette particularité dont je vous ai déjà parlé, mais qui effectivement a peut-être joué beaucoup, aussi en partie pour mon orientation vers l'histoire, c'est que sur tous ces avions, il écrit le nom de sa petite sœur, qui a 7 ans de moins que lui, donc qui est une adolescente au moment de la guerre, Zaza. Et donc, voilà, j'ai cette photo-là sous les yeux depuis que je suis petit. Et donc, effectivement, j'entends parler toujours par elle, mon frère Pierre l'aviateur. Alors, l'avion. L'avion, je vais vous demander de lire en même temps, parce que je ne lis pas le document, c'est des informations complémentaires, donc comme ça vous aurez les 2 sources d'informations. L'avion, à ce moment-là, c'est une arme nouvelle. C'est une arme nouvelle. Alors, il faut remonter bien sûr à Adair, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire en détail de l'aviation, mais en tout cas, l'avion d'abord a été utilisé comme instrument de reconnaissance. Après les ballons, après les dirigeables. Sauf que le dirigeable, vous voyez, un avion et un dirigeable, vous avez très bien compris qu'un dirigeable, on peut le descendre beaucoup plus facilement qu'un avion. Un avion, ça se faufile, ça monte, ça descend, surtout que ces avions de l'époque, ce sont quasiment, là aussi, je suis allé voir des éléments techniques et puis aussi des films, il y a des excellents bons films documentaires sur la Première Guerre mondiale, c'est quasiment ce qui serait aujourd'hui nos ULM, presque. C'est-à-dire c'est très léger, ça monte, ça descend, et en même temps c'est des moteurs puissants. Regardez par exemple la performance du SPAD 7, c'était sur un SPAD 7 qui volait. SPAD 7, poids à vide 510 kg, autonomie 2h15, 192 km/h quand même. 192 km/h et monté à 2 km en 8 minutes, 12 secondes. Donc, si vous voulez, ce sont des engins qui sont déjà des engins extrêmement performants, très performants, mais essentiellement conçus. Alors, d'abord, pour vous dire comment ça ira très vite, vous savez que la guerre, c'est un accélérateur de technologie. Tous les militaires doivent être en réalité très contents de la guerre Ukraine-Russie, hein, parce que ça leur permet de mettre au point leur prochaine bombe et leur prochaine technique. Donc, ne soyez pas naïfs, si vous voulez, sur ce point-là. La guerre, c'est un accélérateur. Et l'aviation a fait un grand progrès dans la Première Guerre mondiale. Grand progrès à tous les niveaux. Et naturellement, d'abord dans l'armement. Au départ, ce sont des engins de reconnaissance, des engins d'espionnage. Et naturellement, ensuite, on voit des engins pour bombarder, donc pour lâcher des sortes de flèches. On appelait ça des flèches, en fait des sortes
il y avait des bombes, mais il y avait des sortes de flèches, hein, pas un autre nom, sur les tranchées ennemies. Mais bien sûr, l'aviation ennemie monte également, et là, il y aura les premiers engagements aériens. Les premiers engagements aériens sont au pistolet. C'est, si vous voulez, très cowboy. Ça fait très western. Ce sont des pistolets, ils essaient de passer l'un dessous de l'autre, pour essayer de tirer l'autre. Au fusil. Sauf que le fusil n'est pas maniable dans une carlingue. Et puis, on va passer à la mitrailleuse. Et puis, la mitrailleuse, il faut la coupler avec l'hélice. Et c'est un Français qui va mettre ça au point. Mais malheureusement, ce Français va tomber dans les lignes allemandes. Les Allemands vont récupérer, ils vont perfectionner la technique. Fokker va perfectionner la technique. Bref, très vite, ça ira très vite. Et voilà, en 1916-1917, l'aviation de guerre est au point. Pas simplement de reconnaissance, mais de guerre. Donc c'est à ce moment-là que Pierre Réjon arrive, disons, sur le terrain de la chasse aérienne. Les escadrilles sont commandées par des officiers de grade de capitaine ou de lieutenant. Les escadrilles sont assez nombreuses, comptent 60 à 150 personnes. Et le type d'avion détermine l'escadrille. Donc lui, c'est SPA 7. Alors regardez, SPA numéro 2, 7. Et lui, il va voler sur SPA 7 pour SPA. Bon, faites carrière, j'en ai déjà parlé. On le retrouve, donc vous voyez le personnage, ça c'est une photo de famille également. Donc le personnage sous lequel il y a une croix, c'est lui. On le retrouve par rapport à sa couleur. Sauf que je ne sais pas si c'est son avion qui est tombé, parce qu'il est tombé parfois, il est tombé 2 fois, et il a survécu. Ou c'est un avion qui l'a descendu, ou bien c'est un autre avion. En tout cas, le voilà à côté d'un avion descendu. Photo effet de guerre. Nous allons voir, vous pouvez lire déjà ces différentes citations qui montrent qu'il a été un combattant valeureux. Officiellement, il a battu 2 avions allemands. Mais attention, c'était très, très codifié. C'est-à-dire qu'il fallait que les avions tombent dans les lignes françaises pour être sûr qu'ils sont tombés. Et non pas qu'ils tombent dans les lignes allemandes. Donc, il semblerait, sans doute qu'il l'a dit dans des lettres que je n'ai pas pu voir, qui ont été perdues, il a dit qu'il aurait abattu 4 ou 5 avions allemands, mais qu'on ne lui a reconnu que 2. En tout cas, 2, c'était déjà pas mal, mais seulement il fallait abattre 4 officiellement pour être déclaré as de l'aviation. C'est à ce moment-là que le terme est inventé, ou du moins est projeté sur l'aviation. Donc, si on dit Pierre Réjon as de l'aviation, c'est un stricto sensu, c'est un abus de langage. Il n'a pas été déclaré as, même si on peut le considérer comme notre as à nous, mais enfin, il n'a pas été déclaré as. Et on le voit là. Alors, par contre, cette photo est intéressante, puisque c'est toute une escadrille, et au-dessus, le nombre d'avions abattus, et lui, on le reconnaît bien sûr par sa couleur, c'est le seul, au fait, j'ai oublié de le dire, il y aurait 2, en tout et pour tout, du côté français. Il y aurait eu 2 aviateurs noirs, et dont lui, donc 2 Boches au-dessus de cette photo de groupe. Donc ces citations, et puis cette photo à l'armistice, les survivants de l'escadrille des Coqs. Cette photo est intéressante. Elle est historique, petite photo de famille, on ne fait presque pas attention, et puis l'historien que je suis, je regarde la date de la photo. Elle a été faite le 12 novembre 1918, c'est-à-dire au lendemain de l'armistice. Donc, autrement dit, quand ils ont fait cette photographie en se disant les survivants, et lui, il l'envoie à sa famille en disant les survivants de l'escadrille des Coqs, et derrière cette photo, différentes signatures de ses camarades, si vous voulez, on comprend que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un montage photographique. Alors, les citations et les croix de guerre, vous avez vu tout à l'heure des résumés. Là, voilà les originaux. Les originaux qui ont dû, je pense, par regroupement, être amenés de Guyane. Citation à l'ordre de l'armée, croix de guerre. Alors, ça, c'est des citations individuelles. Il y a des citations collectives, c'est-à-dire pour l'escadrille en elle-même. Vous voyez, plusieurs photos de guerre. Hein. En fait, c'est lui qui envoyait ces photos à ses parents restés en Martinique. Là, nous sommes à la fin de la guerre.
Alors, et là, nous allons rebasculer dans cette grande histoire. Je vous ai dit qu'à la fin de la guerre, il y a une montée en puissance de l'aviation. Et donc, à la fin de la guerre, eh ben, il y a pas mal d'avions. Imaginez qu'en France, il y a 336 escadrilles. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'une escadrille voulait dire. 51 000 avions. 51 000 avions de guerre. 1000 hydravions. Parce qu'entre-temps, l'hydravion s'est également développé, puisque l'hydravion présente un avantage considérable, c'est celui de pouvoir atterrir sur la mer, enfin atterrir sur un plan d'eau, se mettre sur un plan d'eau, et 17 390 pilotes militaires formés et brevetés, dont 1250 tués au combat. Alors, il ne faut pas croire que l'aviation, c'est un peu à la fois, ça me donne envie de fouiller d'ailleurs dans l'aviation militaire de la Première Guerre mondiale. D'abord parce que, bon, bien sûr, un nègre français, dans l'aviation, ça peut être un peu surprenant, en tout cas, on peut se poser des questions, pourquoi était arrivé là, et aussi vite. Ensuite, la deuxième question qui peut se poser, c'est ces militaires. Alors, c'est à la fois une sorte d'aristocratie de l'armée, mais en même temps, il ne faut pas croire, c'est-à-dire qu'au prorata, on parle des tranchées, mais en revoyant les archives de la Première Guerre mondiale, le taux de mortalité est beaucoup plus fort, le taux de tués est beaucoup plus fort dans l'aviation. Donc quand vous étiez aviateur, vous aviez plus de chances d'en mourir, d'y rester, d'être abattu, que d'en sortir. À la fois par la DCA, ce qui fait déjà office de DCA, mais surtout par la chasse ennemie. Donc il y a un nombre important de tués dans l'aviation des deux côtés, hein, du côté allemand, du côté français, du côté anglais, du côté des Alliés, du côté des forces de l'Axe. Mais vous aurez compris que le problème qui se pose, une fois que la guerre est finie, c'est que faire de ces avions, que faire de ces aviateurs formés, que faire de ces pilotes de guerre. Alors bien sûr, on les honore. Vous avez vu ces citations personnelles, ça c'est la citation des collectives, si vous voulez, de l'escadrille des SPA. Pierre Réjean, pour revenir à lui, termine la guerre avec le grade d'adjudant, donc il n'est plus sergent, il est adjudant, et il est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Il est démobilisé en septembre 1919. Je vous rappelle qu'il avait fait un engagement. Donc apparemment, j'ai compté des mois, il est resté un peu plus longtemps que son engagement, mais en tout cas, il n'a pas renouvelé son engagement. Ça veut dire qu'il quitte l'armée. Bon, les lettres qui sont restées dans la famille, montrent qu'il hésite. Il est en France, il hésite, il aurait pu faire toute autre chose. Il pense à être représentant de commerce, il pense à utiliser les relations de son père, qui est comptable, pour voir s'il peut vendre du rhum en France, ou autre chose, mais il hésite. Et puis aussi, pourquoi pas l'aviation? Et là, il a des contrats, semble-t-il, qui lui sont proposés pour l'Afrique. Et finalement, sans doute, je ne suis pas tombé sur cette lettre-là, il choisit la Guyane. Alors, pourquoi la Guyane? Et nous allons entrer un petit peu dans le vif du sujet, l'aventure guyanaise. Alors, cette affiche, on peut la trouver sur Internet, elle est relativement facile à trouver, aux archives aussi, mais j'ai eu la surprise de la voir dans certains bars décorés en Guyane. C'est-à-dire que les Guyanais, pas la grande masse des Guyanais, mais des gens en Guyane connaissent cette affiche sans cependant la relier à un événement historique ou à une période historique précise. Alors, parlons de l'aventure guyanaise, et là, on sort de l'histoire personnelle et on va passer dans la grande histoire. Vous aurez bien compris qu'il s'agit de parler de la conjoncture de la fin de guerre. Il s'agit de reconvertir l'aviation de guerre. Et je vous demande de prêter attention à cette citation qui me semble résumer très bien la problématique. L'aviation avant la guerre est un sport. L'aviation pendant la guerre a été une arme. L'aviation après la guerre sera une industrie de transport. Et ça, c'est déjà perçu dès 1919 par les commissions de l'armée. Alors, là aussi, c'est à fouiller. Parce qu'en réalité, l'aviation militaire, elle n'est pas nationalisée en quelque sorte. Ce sont des ingénieurs privés.
c'est la grande époque de l'industrie, nous sommes au début du siècle, qui font leurs avions et qui ont des aides, bien sûr, pour faire leurs avions et qui les mettent au service, si vous voulez, de l'État. Et il y a donc une liaison très forte, qu'on va retrouver d'ailleurs en Guyane, entre l'État, le gouvernement et les constructeurs, les ingénieurs qui mettent au point les avions. Et nous allons revoir les noms de Breguet, les noms de Latécoère, enfin plus tard Latécoère, Breguet, etc., qui sont des constructeurs d'avions. Alors, par exemple, voilà, en 1918, Pierre-Georges Latécoère fonde la société des lignes Latécoère. Louis-Charles Breguet fonde la compagnie des messagers aériennes. On va retrouver le nom de Louis-Charles Breguet, constructeur. Louis Blériot, Renault Caudron, avec des moteurs Renault. Enfin, il y a toute comment dire, un lien, si vous voulez, entre cette nouvelle arme qui est déjà en train d'être convertie. Voici les premiers hydravions. Qui est déjà en train d'être converti, si vous voulez, vers un autre moyen. Alors, les premiers essais se font pendant la guerre, surtout aux États-Unis. Mais en Europe, c'est véritablement à la fin de la guerre que les essais vont se développer. Quelle est la situation de la France? Je l'ai dit, alors 24 652 avions produits, 44 563 moteurs, 2 fois et demi plus que les États-Unis. Ça ferait les Français rêver aujourd'hui, qui produisent 2 fois et demi plus d'avions que les États-Unis. Et en même temps, on adapte les avions. Alors retenez ceci parce que c'est essentiel. C'est peut-être d'ailleurs l'une des causes que j'ai pu identifier de la catastrophe, du crash aérien, de son crash aérien. Les avions se perfectionnent et se reconstruisent tout le temps. Bouge tout le temps, la technologie bouge tout le temps. D'abord, par exemple, on réaménage les appareils existants. On enlève les logements de bombe, on met des sortes de fauteuils en osier pour passagers. Les premiers fauteuils ont été comme ça. On fait des démonstrations pour montrer la supériorité de l'avion, des raids aériens. Alors, je parle de la France, bien sûr. Et ce qui est important, alors où va-t-on développer ce nouveau moyen de transport? On va le développer pas sur le territoire national français. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le chemin de fer. Et l'avion est vécu comme un concurrent du chemin de fer. On va le développer pour les relations extérieures. Donc, vis-à-vis de l'Europe, mais là, il faut avoir des accords avec les autres pays européens. Puis il y a des compagnies concurrentielles, également anglaises, également italiennes, oui, aussi. On va les développer vers les colonies. Et particulièrement vers les colonies qui sont les plus difficiles de pénétration, les colonies où la topographie, la forêt, les espaces, les grands espaces sont des obstacles. Et les hommes aussi, les populations qui ne sont pas forcément d'accord à être colonisées, sont des obstacles. Donc il faut les enjamber. Et il y a il se parle de 2 objectifs, c'est la Guyane et le Congo. La Guyane et le Congo, ce sont les 2 objectifs pour lesquels on va parler d'implanter, de développer l'aviation. Alors, je ne vais pas parler du Congo. En fait, il faudrait d'ailleurs que je vérifie ce qui s'est passé vraiment. On va parler de la Guyane, évidemment. La Guyane française en 1920, je m'excuse de la qualité de la photo, mais c'est une photo d'époque, comme on aurait dit. C'est la Guyane de 1920. Le territoire topographiquement n'a pas changé, mais par contre, la pénétration est encore plus difficile en 1920 qu'elle est aujourd'hui. Vaste territoire, riche, mais sous-peuplé, mal cartographié, c'est important, mal connu, un environnement qui n'est pas maîtrisé, qui est inexploité. Et en fait, l'administration française, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, ne contrôle pas l'espace guyanais, mais surtout en 1920, ne contrôle pas l'espace guyanais. Or, nous sommes en plein dans la fièvre de l'or, c'est-à-dire c'est de nouveau la fièvre de l'or, les orpailleurs se développent dans la partie ouest, c'est ça, et dans l'ouest guyanais et vers l'intérieur des terres, vers ce qu'on appelait à l'époque le territoire de Limini. Pénétration de l'intérieur difficile, encore aujourd'hui, bien sûr, encore aujourd'hui, et bon, j'ai terminé ce travail en Guyane en courant du mois de décembre, donc j'ai pu aller me rendre sur les lieux, je voulais physiquement vivre la Guyane, voir qu'est-ce qu'était une brume au petit matin sur le Roumaoni,
Et me rendre compte d'ailleurs qu'il y a des... Et au moment où j'étais en Guyane, c'est tombé comme ça, les étudiants avaient quasiment bloqué le président du conseil territorial de Guyane pour pouvoir rentrer chez eux à Maripasoula, c'est-à-dire sur les communes de l'intérieur. Je rappelle qu'encore aujourd'hui, pour aller à Maripasoula, vous avez deux possibilités, soit la pirogue, soit l'avion. Soit l'avion. On parle, je crois, maintenant de dirigeable, je crois que c'est bon. Mais vous avez deux possibilités. Vous n'avez pas de route. Ça, c'est une autre histoire, mais pour montrer que comment, si vous voulez, eh bien, c'est cette question-là qui va essayer d'être réglée en 1920 en Guyane. Alors, quel est l'initiateur? Bon, ça, j'ai parlé de la pensée gouvernementale. Mais quel est l'initiateur? C'est un officier de marine, Charles Dutertre. Il est né en 1874, mort en 1957, voilà sa photo. C'est un Français, né dans les Côtes d'Armor. Alors, bon, ça on le savait, on le retrouvait à l'initiative de la compagnie de transport aérien guyanais. Sauf que, bon, j'ai trouvé des éléments assez intéressants. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui débarque comme ça, c'est quelqu'un qui est lié à la Guyane. Il s'est marié en Guyane avec une Guyanaise. Enfin, en tout cas, une blanche de Guyane, née en Guyane, donc une créole de Guyane, quelqu'un qui s'est créolisé en Guyane. Donc voici le nom. Il s'est marié en Guyane, il connaît la Guyane, et donc il a fait la guerre, il est lieutenant de vaisseau, ensuite il sera capitaine de corvette, et il est en même temps pilote d'hydravion. Et donc il est en position, cette personne, Charles Dutertre, d'être, j'allais dire, l'élément majeur pour tenter une aventure guyanaise et tenter de développer, il connaît la Guyane, il est lié au milieu d'affaires, il est lié au milieu militaire, il est lié au milieu commerçant et il est lié au milieu cause. Et c'est donc lui qui va prendre l'initiative de créer la Société anonyme du transport aérien guyanais, la TAG. Elle est fondée à Paris, cette société, en février 1919. Vous aurez noté la proximité là, avec la fin de la guerre. Et son siège social est donc à Paris. Et qui est dans les actionnaires et les administrateurs? Louis Breguet, le constructeur d'avions. Gaston Clanis, alors Gaston Clanis est un industriel béqué de Martinique, mais qui avait des affaires un peu partout dans les colonies et également en Guyane. Charles Dutertre, donc nous venons d'en parler. Jean Galbaud. Jean Galbaud fait partie de ces administrateurs. C'est très important parce que, en fait, la presse après va cibler Jean Galbaud sur cette question-là. Alors, apparemment, il n'avait pas de responsabilité plus que les autres. Marc de Beaumont, Gaston Clanis, je vous en ai parlé. Donc, en fait, des milieux financiers, industriels liés à l'aventure coloniale, en Guyane, en Martinique, aux Antilles et en Afrique. Elle est fondée à Paris, elle est enregistrée au greffe du tribunal de Cayenne, donc j'ai trouvé le document, et voyons quel est le projet. Le projet tel que, alors peut-être que vous ne pourrez pas peut-être lire la photocopie qui est de mauvaise qualité, mais je vais vous la résumer. En gros, quel est le projet de Dutertre? D'abord, ce qu'il demande au gouvernement, parce qu'il s'adresse directement au gouvernement, par les différentes échelles. Hein. Il s'adresse donc au gouverneur, au ministre d'économie d'abord, au ministre d'économie, gouverneur, président du conseil. Président du conseil à l'époque, c'est Clémenceau, hein, direct. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Subvention en numéraire, prise en charge des frais de transport maritime du matériel de la France à la Guyane, puisque naturellement, les avions, ils sont construits en France. Il faut les amener. On ne les amène pas par avion, puisque y a pas... donc on les amène par bateau. Vous imaginez. Donc, frais de transport maritime du matériel, mise à la disposition de la main-d'œuvre pénitentiaire. Alors ça, c'est important. C'est pour vous dire que la compagnie sera basée à Saint-Laurent et pas à Cayenne. Alors Saint-Laurent, il y avait plusieurs raisons de choix stratégique de Saint-Laurent. Saint-Laurent est à la fois vers la porte d'entrée vers l'intérieur, c'est la porte vers l'extérieur, les autres Guyanes, et c'est la porte vers la Caraïbe. Parce que vous
allez voir quel était le projet dans un deuxième temps. Et puis Saint-Laurent, c'est le bagne. C'est le bagne. Enfin, le bagne n'est pas uniquement à Saint-Laurent, mais il est réparti autour de Saint-Laurent, c'est une autre histoire, et mise à la main-d'œuvre mise à la disposition de la main-d'œuvre pénitentiaire. À l'époque, Saint-Laurent fait figure de Petit Paris. Saint-Laurent est bien plus coté que Cayenne, grâce en particulier à la main-d'œuvre des bagnards. Et cette main-d'œuvre, elle est gratuite, en fait. Donc on utilise la main-d'œuvre des bagnards. Et effectivement, les bagnards vont mettre la main à la pâte, si j'ose dire. Ce sont eux qui vont construire les hangars, etc., pour l'accompagner. Mise à disposition de matériel photographique et d'instruments aéroportés, donc tous ces éléments qui sortent de l'armée, et puis soutien politique, donc que le gouvernement soutienne l'entreprise. Alors qu'est-ce que Duterte va donner pour ça? Eh bien, il promet d'établir la cartographie intérieure de la Guyane, grâce au relevé d'avions, d'assurer un service postal entre Saint-Laurent et Cayenne, et puis éventuellement ensuite, quand ça va se développer avec les autres territoires dont je vous ai parlé, et d'assurer le transport gratuit des responsables de l'administration coloniale. C'est-à-dire quand le gouverneur a besoin de sortir à Cayenne et d'aller sur Saint-Laurent, il ira par avion. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour faire Saint-Laurent-Cayenne, c'est... je l'ai fait pour pas mal. C'est combien de temps de route? 5 heures. C'est 5 heures de route en voiture, hein, avec nos voitures modernes. 5 heures de route, belle route, hein, mais c'est 5 heures de route, une demi-journée. Vous ne faites pas Saint-Laurent aller-retour dans la même journée. Aujourd'hui, imaginez ce que c'était. De toute façon, il n'y avait pas de route. Donc c'était par la mer. Et donc Saint-Laurent-Cayenne, c'était pas évident. Et l'avion, vous allez le voir, le faisait en 2 heures. L'avion le faisait en 2 heures, Saint-Laurent-Cayenne. Alors le projet sera agréé par le ministre des Colonies. Je vous demande de compléter votre information avec les éléments projetés. Le projet est agréé par le ministre des Colonies, le ministère de la Guerre, le président du Conseil, Georges Clémenceau en personne, le gouverneur de la Guyane, le jeune qu'il s'appelle, est absolument enthousiasmé, il met à la disposition de Duterte la main-d'œuvre, des hangars, des lieux, etc. Il faut dire que Saint-Laurent, si vous voulez, Saint-Laurent, c'est une ville qui est administrée principalement par le bail, enfin, par l'administration du bail, par le gouvernement de la communauté. Donc, pas de problème. Et, alors, il y avait un premier travail qui avait été fait, mais qui donnait pas mal d'éléments, mais qui méritait d'être complété. Donnons les dates. Duterte débarque dans la colonie le 16 juillet 1919, en compagnie d'un chef pilote, de 2 pilotes et de 2 mécaniciens. Premier hydravion de la TAG arrive dans cette ville, c'est-à-dire Saint-Laurent, le 29 septembre 1919. Le premier envol fut le 5 octobre 1919, c'est-à-dire envol de Saint-Laurent. Et le grand vol, qui a été devant les foules, c'est dans la matinée du 12 octobre 1919. L'avion va décoller sans difficulté, il va faire un tour d'honneur au-dessus de Saint-Laurent et va prendre la direction de Cayenne. La distance a été franchie en 2 heures à la vitesse de 135 km/h. Et nous avons même la photo de cet événement. Photo qui est conservée dans les archives départementales de Guyane, qu'on retrouve aussi sur Internet, et qui a donné lieu à une chanson. C'est pour vous dire que c'est resté quelque part, alors, non pas l'événement qui est resté dans la mémoire guyanaise, mais comment dire, le fait, l'hydravion, il y a une chanson que les Guyanais connaissent très bien, mais qui ne relie pas forcément tous à cet événement-là. Beaucoup chantent, ça se chante au carnaval, pas simplement au carnaval, semble-t-il d'ailleurs, mais beaucoup de Guyanais ne relient pas cette chanson en créole à l'événement de l'hydravion en Guyane. Et là, nous ne sommes pas à Saint-Laurent là, nous sommes à Cayenne, derrière ce qui est aujourd'hui la préfecture. Alors, Saint-Laurent, bien sûr, c'est le lieu des plantations. Je vous ai déjà dit pourquoi. Bon, on va passer assez rapidement. Je suis parvenu à identifier, à partir des sources, à partir aussi du terrain, de la possibilité, le lieu probable des plantations, des installations de l'attaque. En fait, le papier qui est là détaille les conditions dans lesquelles on a cédé
et que Duterte a négocié avec ceux qui tenaient lieu de municipalité de Saint-Laurent l'implantation de la TAG le long du fleuve Maroni. Et à partir de ça, c'est bien sûr, on parle de l'aviation guyanaise, les ailes d'outre-mer. Et il y a toute une campagne de presse. Une campagne de presse favorable en France, avec des photos, des reportages, et notamment la photo de Duterte que je vous ai montré tout à l'heure, elle est extraite de ce journal, l'Aérophile, qui va faire la propagande. Et c'est souvent d'ailleurs ceux qui sont des administrateurs ou qui font eux-mêmes les articles. Donc, si vous voulez, qui font leur propre publicité. Pour parler du lancement triomphal, nous avons quelques photos des hangars qui étaient le long du fleuve Maroni. Mais très vite, ça coince. Alors ça coince d'abord dans la presse, disons, d'opposition. Il faut se rappeler que vous avez, à cette époque, en France, beaucoup de journaux satiriques. Le Canard enchaîné existe déjà. Et beaucoup d'autres journaux qui ne sont pas forcément des journaux idéologiques, politiques, mais qui ciblent, disons, les gouvernements et leurs à côté. Et donc, par exemple, la Lanterne, qui va attaquer en se demandant comment le gouvernement, nous sommes en paix, comment le gouvernement a pu donner autant d'argent, autant de subventions à une entreprise privée. À une entreprise privée qui, en plus, dont on ne voit pas quel est le bénéfice, c'est-à-dire une entreprise privée qui se met complètement au service, en fait, de la pénétration coloniale, et en même temps, bon, on ne voit pas trop les... Mais en réalité, ça va très vite. Hein. Les demandes de subventions se font pressantes. Vous voyez, par exemple, entre autres, ce document où, alors j'identifie que c'est Rambaud. Rambaud, c'est le beau-frère de Duterte, c'est un personnage bien installé en Guyane, et qui est un négociant guyanais, et de Cayenne, et qui presse le gouvernement de la Guyane à rallonger les subventions. Donc ils font toujours des demandes de subventions à rallonge. En fait, très vite, on déchante. Et tout le monde déchante. 1920, 1921, tout le monde déchante. Quels sont les problèmes? Je les résume rapidement. Premier problème, il semble pour nous évident, très faible flux de marchandises et de passagers. Les passagers sont en réalité le plus souvent les actionnaires eux-mêmes. J'ai détaillé, dans les archives de Guyane, il y a un dossier qui est complètement consacré à la TAG, et on peut voir les relevés de vol, ce sont les mêmes, c'est Duterte qui voyage, qui fait Saint-Laurent-Cayenne, c'est Rambaud, c'est deux ou trois d'autres personnes. Il n'y a pas de marchandises. Par contre, je vous ai mis, là, ici, vous allez voir, c'est même surprenant. Voilà, ici, au mois d'août 1921, est un des mois les plus actifs que j'ai relevé sur les 2 ans, 9 allers-retours Cayenne-Saint-Laurent, pour le transport, outre du courrier, des quelques produits suivants, 10 kg de potasse, 5 barres d'acier, 50 boulons. Je vous rappelle que ce sont des avions qui sont légers, donc ils ne peuvent pas prendre grand-chose. Mais en plus, donc, ça signifie des rotations, ça signifie en gros. Alors, je reviens, disons, à mon deuxième problème mécanique, problème technique. Problème mécanique était permanent. Alors, permanent, on le lit, si vous voulez, dans les archives. Hein. Au départ, ils ont au moins, j'ai compté ils ont au moins 5 avions. 5 hydravions. Donc, c'est important. Les 5 hydravions ne volent jamais en même temps. En réalité, ils sont tout le temps en panne. Il faut tout le temps les réparer. Alors, quelles sont les causes des pannes? Première cause que j'ai identifiée, c'est le climat. C'est ce qui était dit, mais les autres s'étaient arrêtés là. Le climat guyanais est un climat très humide, très, très chaud, très humide, avec un fort taux de condensation. Ce détail technique que je le dois à mon ami aviateur qui m'a expliqué, ce détail technique, condensation à l'intérieur des éléments qui portent l'huile en particulier. Donc, en fait, si vous voulez, c'est très fragile. La mécanique est très fragile. Elle est plus fragile, elle n'est pas conçue pour les pays chauds. Elle est conçue pour les pays, la mécanique est conçue, à ce moment-là encore, pour des pays tempérés. Premier problème. Problème mécanique, problème technique. Ensuite, il faut ça ne tombe en panne, on essaie de réparer sur place, on essaie d'adapter. Ces appareils-là, c'est quoi? C'est du bois, c'est des câbles, c'est du tissu. Et
et de la ferraille. Le moteur est en fer. Donc, équilibrer tout ça, c'est pas évident. Bon, par exemple, le tissu n'est pas adapté, le tissu pourri, il pleut tout le temps. Le tissu pourri, il faut remplacer le tissu par quoi? Par d'autres tissus. Quel tissu? Bon, autre chose, le bois n'est pas adapté, il faut remplacer le bois. Ah, il y a du bois de Guyane, sauf qu'il n'a pas la même densité que le bois dont on se sert pour les hélices en France, etc., etc. Je vous donne quelques exemples gladés dans les archives. Nombreuses pannes, nombreux arrêts, coûts exorbitants du matériel, des pièces de rechange qui viennent par bateau, et le racheminement, des réparations constantes qui creusent les déficits, les adaptations techniques posent problème. Les salaires ne sont pas versés, les dettes engagées ne peuvent être honorées. Au bout de 2 ans, il est clair. Alors, on avait promis 3 lignes au démarrage. Je vous rappelle qu'il y avait une ligne qui était prévue Cayenne-Saint-Laurent. C'est la seule qui va fonctionner. Une ligne Saint-Laurent, territoire de Ligny, l'intérieur. Il y aura 2 ou 3 seulement. Et en fait, une ligne vers les autres Guyanes et une ligne vers la Caraïbe. Ces autres lignes-là ne vont jusqu'à Porto Rico, c'était prévu. C'est pour vous dire, donc ça peut traverser Caraïbes, les îles anglaises, Martinique, Guadeloupe, Porto Rico. Donc c'était prévu. Et bien sûr, ces lignes-là ne vont jamais ouvrir. L'entreprise avait besoin d'accroître constamment son capital, mais au bout d'un moment, ça va coincer, et d'autant plus que le vice-gouverneur va signer la planche et c'est lui qui va faire des courriers d'alerte pour dire au gouvernement, on ne peut plus suivre, on ne peut plus engager de dépenses, l'affaire n'est pas rentable, n'est pas solvable. Bref, les polémiques vont démarrer autour de la taille et l'affaire sera condamnée dès 1921. Alors revenons à notre acteur principal. Ce n'aurait pas été dramatique que je vous dise, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans cette guerre? Donc, en fait, je reconstitue à partir... Alors, pourquoi c'est je reconstitue à partir des différentes informations, des recoupements des sources officielles, des éléments de famille, etc. Donc, Pierre et Jean, voici un peu un résumé. Je vous laisse le lire. Vous voyez que sa période guyanaise a été très courte. Je reconstitue qu'il a dû arriver en Guyane en 1921. Et curieusement, je sais qu'il est en Guyane en 1921, on parle de lui en Guyane en 1921 dans la presse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais la photo qui rassemble les pilotes, il n'y est pas. On dit qu'il n'y est pas d'ailleurs. Il y a des gens qui disent Pierre Desjans n'est pas là. Mais il est en Guyane à ce moment-là. Et il ne vole qu'entre janvier 1922 et août 1922. Entre janvier 1922 et août 1922, c'est lui qui est pratiquement le principal pilote. Alors que faisait-il là? Est-ce qu'il était peut-être au sol, c'est-à-dire en train de réparer? Parce qu'en fait, ils avaient une double valence. Ils étaient à la fois réparateurs et mécaniciens. Je trouve certaines fois, ils volent comme mécaniciens d'un autre. Parfois, ils échangent. Parce que les conditions étaient telles que certains réglages ne pouvaient être faits qu'en vol. C'était extrêmement périlleux. Donc, je n'arrive pas à répondre à cette question pour l'instant. En tout cas, c'est en janvier 1922 qu'il vole. Mais dès 1921, il a rencontré une jeune femme. Nous allons voir sa photo tout à l'heure. Une jeune chinoise à Saint-Laurent. Et il y a un projet de mariage. Alors, j'insiste sur ça, c'est à la fois l'aspect, disons, dramatique de l'affaire, drame de famille, mais aussi, ça m'a permis de réfléchir en tant qu'historien sur comment la mémoire est transmise. Quand je demandais à ma grand-mère, mais pourquoi il était allé en Guyane, la réponse était qu'il était allé se marier. Bon, donc il est allé se marier, on connaît le nom de la femme qu'il devait épouser, etc. Il est allé se marier. Et puis je découvre qu'en fait, il n'est pas allé se marier. Il est allé pilote d'essai d'une compagnie. Il a rencontré une Guyanaise chinoise et il allait se marier. Ce qui n'est pas la même chose, tout à fait. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la mémoire, si vous voulez, telle qu'elle est transmise par les femmes et telle qu'elle peut être transmise par les hommes. Ce n'est pas les mêmes centres de préoccupation, ce n'est pas aussi les mêmes âges.
jeune fille, plus jeune, c'est la petite sœur. Bon, elle n'est pas au courant peut-être de toutes les affaires des hommes, entre eux. Parce que les frères aînés savaient ce qu'il était allé faire. Il était pilote d'essai. Donc en fait, une période très courte, puisqu'effectivement, l'hydravion, il va chuter dans un crash 5 jours avant le mariage que je vais passer assez rapidement là-dessus. Ce sont des documents de famille, bon, qui ont une valeur anthropologique intéressante. Ce sont les lettres que s'échangent les frères, le frère aîné qu'on a vu au tout début, Auguste, le survivant, et Pierre, qui lui donne des conseils sur son mariage, etc. Donc ça a une valeur anthropologique que j'exploiterai par ailleurs. On va passer là-dessus, qui donne des conseils de grand frère. Voilà, fais ceci, ne fais pas cela. Son grand frère, lui il est pilote, il est décoré, etc. Et son grand frère lui donne des conseils. Et son grand frère, en fait, va venir au mariage pour représenter le père, et avec son deuxième frère qui devait être son témoin. Alors, ils arrivent à la maison Ossiphat. Alors, les Ossiphat, donc c'était le nom de la femme qui devait épouser, Alice Ossiphat. Les Ossiphat sont des commerçants chinois, des négociants en fait, parce que j'ai retrouvé ce qu'ils vendent. C'est pas un petit commerce, c'est un gros commerce à Saint-Laurent. Ils venaient du Suriname, mais donc en face, d'Albina en face, mais ils étaient déjà bien installés à Saint-Laurent et avec pignon sur rue, on peut dire. Donc voilà la jeune femme qu'il devait épouser. Et bon, je dois vous avouer, mais passons rapidement là-dessus, tout ça, dans les éléments, la photo, c'est des sources de famille, mais c'est moi qui ai trouvé tout récemment. Je me suis dit, mais une union comme ça, une alliance de ce type, forcément, ça a dû laisser des traces. Ils ont dû publier des bancs. Eh bien oui, ils ont publié des bancs, et ensuite les bancs ont été annulés, puisque, voilà, donc j'ai retrouvé donc, aux archives de Saint-Laurent les bancs, et aux archives de Cayenne le contrat de mariage. Et là, également, ces clichés, j'imagine que ce sont à peu près les derniers clichés de Pierre Réjon. Pourquoi ? Parce que la photo, qui est une photocopie en réalité, que vous voyez sur la gauche, c'est une photo qui est prise à Cayenne. Donc elle doit dater de 1921-1922. Et là, on a mis d'officier de réserve, c'est la dernière photo qu'on a de lui, avec son frère qui devait disparaître, qui a disparu donc avec lui dans le crash. Donc voici son frère, Maurice. Nous passons là-dessus pour arriver à l'aspect final, le crash. Alors, le crash a eu lieu au-dessus de Saint-Laurent, dans l'après-midi du 14 août 1922. Alors je dis bien 1922 et non 1920, parce que j'ai dit également que sur Internet, il y a des erreurs factuelles même, pas des erreurs d'interprétation, des erreurs factuelles, il y a des erreurs d'interprétation, il y a des erreurs factuelles, dont celle-ci. Nous sommes bien en 1922, vous voyez bien. C'est donc les relevés de voyage. Alors ici, je les résume. Alors, comment comprendre cet accident ? Eh bien, regardez la suite des pannes. Les gens pilotes sont dans la voiture, n'arrivent pas à Cayenne. Panne à courant. Appareil breaké en panne. Tombé en panne, éculé ce jour. Essai de l'avion. Ah, il faut que je m'arrête là-dessus parce que c'est quand même, on ne l'invente pas. L'hydravion, il y avait deux marques d'hydravion différentes. Breguet, qui était aussi actionnaire de la compagnie, et l'autre marque d'avion, c'était Levis-Le Pen. Ça ne s'invoque pas un tel nom d'avion. Donc, Le Pen, l'avion Le Pen, numéro 3. Alors, vous voyez que d'abord, il y a un essai de l'avion Le Pen numéro 3 en juillet, vol d'essai, etc. Ça part, un 28 juillet, tombé en panne, l'avion Le Pen numéro 3. Alors, ensuite, voilà, on tourne avec, retour le 5 août. 12 août, l'avion n'a pas pu continuer.
l'avion n'a pas pu continuer, il est arrivé à hauteur de Organabo, sur le chemin de Cayenne, assez près de Mana, et l'avion n'a pas pu continuer. Région parvient à poser l'appareil sur la rivière et le ramener à Saint-Laurent. Et 14 août, une note très laconique, appareil Le Pen disparu, 14 vol de l'avion, appareil Le Pen numéro 3 disparu, 4 personnes noyées. Alors, circonstances. J'ai dit qu'il y avait deux marques d'avions, l'avion Le Pen et l'avion Breguet. C'est l'avion, alors on dit dans certaines sources, la critique des sources est toujours très intéressante, la source ne dit pas l'histoire. La source permet de supporter l'histoire. Il faut encore les interpréter, les croiser, etc. Ce n'est pas un avion Breguet qui pilotait, c'est l'avion Le Pen. C'est l'hydravion que vous avez vu également derrière, le modèle d'hydravion que vous avez vu derrière la préfecture. Alors que s'est-il passé? En fait, ce sont des hypothèses. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas de boîte noire à l'époque, et puis il n'y a pas d'enquête. C'est fait, c'est fait. Donc, il n'y a eu qu'un seul témoin. C'est le grand frère Auguste qui était venu représenter le père au mariage et qui a survécu puisqu'il est mort dans les années 70, 73. Il a parlé à son retour d'une explosion au vol du moteur, mais il s'est très peu, disons, entré dans les détails. Donc en fait, son témoignage, je ne le trouve pas du point de vue familial du tout. Je le trouve simplement dans... comme il était ancien combattant de la guerre 14-18, il faisait partie des associations anciens combattants, donc à son arrivée en Martinique, ce sont ses anciens combattants, ses compagnons qui l'accueillent et il raconte les circonstances de l'accident. On peut supposer que c'est une explosion due à un tuyau d'essence bouché, une arrivée d'essence bouchée qui a fait exploser l'appareil en vol et ensuite l'avion aurait chuté, dit-on, de 200 mètres. Donc il était déjà monté quand même assez haut. Ils étaient 4 à bord. Voici le communiqué officiel. Donc Pierre Réjon, le pilote qui a 27 ans. Maurice Réjon, son frère, qui avait voulu monter avec lui. On peut considérer quand même que c'était une imprudence. Mais là aussi, on arrive à se mettre dans la psychologie des personnages et se dire que quand même, sortir de la Première Guerre, être descendu, il a été abattu 2 fois par les Allemands. Il est arrivé vivant. Il a été aussi blessé alors qu'il était fantassin. Il est pilote d'essai. Il donne des coups de vis pendant qu'il pilote. Enfin bref, j'imagine ce que ça va être. Bon, on est venu le chercher pour essayer l'avion qui était tombé en panne 2 jours avant. Vous avez vu? Bon, c'est pas un problème. Allez, viens. Tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Il est monté avec son frère. C'est bien que l'ingénieur de la compagnie qui devait l'accompagner, il n'y avait que 4 places à bord dans ces avions-là, est descendu pour donner la place aux frères. Et 2 mécaniciens, dont, alors, il y a un nom qui est un nom guyanais, Canavi, qui est un nom qui se trouve en Guyane, on suppose que c'est un Guyanais, et Léon Joseph, on suppose que c'est également un Guyanais, et 2 mécaniciens, 17 ans. Donc, 27, 25, 20 et 17 ans. On a, alors ça ce sont essentiellement des papiers de famille sur la cérémonie funèbre, les démarches funéraires, bon je passe. Il n'y a pas eu d'autopsie, parce que les corps ont été retrouvés 2 ou 3 jours après, dans le fleuve, presque à l'embouchure. Mais il y a eu donc une décision du tribunal qui a acté de la mort. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, le processus classique. Alors, là encore, bon, je n'ai pas fini de rechercher, la presse de Guyane, difficile, hein, quand on travaille en Guadeloupe, en Martinique, après, difficile de travailler en Guyane. Elle n'est pas aussi foisonnante, disons, que la presse que nous avons ici, que nous avons aux Antilles. Mais elle existe quand même, on peut trouver des éléments.
Mais j'ai surtout trouvé des éléments sur la presse de Martinique qui parlent bien sûr de l'accident de Cayenne des frères Région, et notamment un article de justice en Martinique qui dit qu'on a forcé Maurice à monter dans l'avion, que c'est Galbo qui a forcé Maurice à monter dans l'avion. C'est-à-dire en fait, ils ciblent Galbo qui représente le capitaliste colonial de la Guyane. Donc voilà pour l'essentiel. Alors vous aurez compris que c'est une tragédie qui a bien sûr marqué toute une famille. Donc on revoit les trois des frères aînés. Le frère qui est assis, c'est Nestor, c'est celui qui est à l'origine de la branche guadeloupéenne de cette famille. Cette fiancée chinoise, qui s'est considérée longtemps comme veuve. Et elle est restée en rapport avec la famille de son promu, très longtemps jusqu'à ça. Elle s'est mariée, j'allais dire s'est remariée. Elle s'est mariée bien longtemps après. Terminons donc les données publiques sur Pierre-et-Jean. Bon, il y a quelques éléments, notamment sur Internet. Sa carrière militaire, elle est correcte. Elle est correctement faite. Il y a quelques témoignages dans le mémorial martiniquais, c'était la famille qui les avait donnés. Il y a des erreurs, 2 erreurs majeures. Souvent, on est donné la date de 1920. Vous avez bien vu que c'était 1922. Et puis, photos aussi. Si vous tapez sur Internet, vous cherchez Pierre-et-Jean, vous avez la photo de gauche, enfin la photo où j'ai mis un trait rouge, et alors que l'autre, c'est l'autre. Ça ne peut pas être Pierre-et-Jean, je crois que c'est très clair que physiquement, c'est pas lui, c'est un personnage beaucoup plus baraqué. Je ne sais pas c'est qui. C'est un personnage beaucoup plus baraqué que nous voyons là, plus foncé de teint, mais surtout plus baraqué, plus grand, alors que Pierre-et-Jean était petit. Un peu de ma taille, je crois que c'est petit. Donc 1m65, c'est pas quelqu'un qui a 1m65 qui est devant notre avion. Donc il y a des erreurs. Et là aussi, il faut faire attention à Internet. Donc. Alors l'épilogue de cette affaire, la société Transport Aérien Guyanais va faire faillite et va rentrer en liquidation, va donner lieu à quelques poursuites, mais pas pour l'accident. Pas pour l'accident. L'accident sera considéré comme un acte héroïque, un accident de l'aviation. Ils sont morts au service de l'aviation, service des débuts de l'aviation. Alors je vais terminer quand même par un petit mot que j'ai trouvé très bien alors non pas au moment des obsèques, mais dans la note qui a été écrite quelques années après. Alors, ils ont ainsi inauguré en Guyane, en parlant des 4 morts, des 4 victimes, le funèbre palmarès des braves morts, morts pour la science et le progrès. Saluons-les. Mais serait-ce trop faire que de perpétuer leur souvenir par un petit monument, ô bien simple, aussi simple que la désinvolture avec laquelle ces jeunes braves sont allés à la mort. En fait, c'était perçu comme la continuité de l'action militaire. Voilà, je vous remercie. Je pensais que je me devais de faire cet hommage à cet entreprise.